livre que nous présente Pierre Ménard, Le chasseur de diamants, les fabuleuses aventures de Jean-Baptiste Tavernier, et c'est pas exagéré, on voit quand même que c'est un homme qui cultivait l'exotisme, hein, qui aimait bien se mettre en scène dans les tenues des pays qu'il fréquentait. Alors, ce garçon, il est très peu connu, mais c'est une sorte de Marco Polo ignoré. Racontez-nous un peu sa vie. Oui, un homme absolument inconnu, enfin, seulement des connaisseurs de diamants, mais qui a une vie assez fascinante. C'est un libraire au départ, fils de graveur, qui a un inconvénient pour un libraire, ce qui lui rendait la vie très dure, c'est qu'il détestait lire. Il a imprimé des livres de voyage, il était fasciné par les voyages depuis qu'il était petit, et puis un jour, dès qu'il a terminé sa période chez le libraire qu'il employait, il s'est dit, plutôt que de lire des livres de voyage, je vais voyager moi-même. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi. On est avec quelle époque? Alors, il est né en 1605, oui. Et donc à 18 ans, il s'en va. Donc on est en 1623. Il part comme 1623. 1623. Oui. Alors on est sous Louis XIII, il part avec son petit baluchon. Il parcourt l'Europe. On ne sait pas très bien ce qu'il fait en fait. Il est en Angleterre, on le croise en Hollande après. Il découvre un monde qui est en pleine mutation, et, notamment en Hollande, avec énormément d'échanges. On a beaucoup de richesses qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui navigue à vue en fait. Il se laisse porter par les événements, donc il fait des rencontres, il tombe à moitié amoureux de la femme d'un colonel d'une armée allemande, il s'engage dans l'armée, il combat d'abord les catholiques, après il passe chez les protestants, il repasse chez les catholiques. Il veut dire qu'on n'est pas dans l'époque coloniale que j'évoquais tout à l'heure, on est bien avant, on est dans la guerre de 30 ans. On est dans la guerre de 30 ans, donc tout le monde se bat en permanence. Alors lui raconte des formules assez amusantes, il raconte que la guerre est bonne, et donc on voit des personnages qui se font complètement étriper devant lui, tout le monde se fait tuer à chaque fois, mais ça l'amuse beaucoup. Et alors il combat dans énormément d'armées comme ça, et à un moment, il rencontre le père Joseph, qui est le bras droit de Richelieu. Et très vraisemblablement, le père Joseph souhaite l'employer comme espion, parce que la France a un grand projet. La France en fait se fait sortir depuis des années du commerce oriental qu'elle contrôlait en partie puisqu'elle avait un gros avantage en Méditerranée. La France se fait un peu sortir de ce commerce oriental et donc Richelieu souhaite absolument remettre la main sur ce commerce qui est pris par les Anglais et les Hollandais. Et donc Tavernier, sans doute en tant qu'espion, est chargé d'aller observer un peu ce qui se passe en Perse. Alors Tavernier n'est pas un marin, hein, c'est... Non, pas. Alors il voyage absolument partout. J'allais dire à pied, voiture et à cheval. Il n'y avait pas vraiment de voiture, mais il voyage à cheval, il voyage à pied, il voyage en bateau. Il lui arrive à chaque fois des aventures extraordinaires. Dans les montagnes, les chevaux crèvent sous lui. Il voit des tartares, par exemple, qui se jettent sur la carcasse de son cheval. C'est le premier steak tartare qui est décrit dans la littérature. Et donc, il raconte, alors lui qui raconte avec délectation toutes les scènes de combat où les gens s'étripent devant lui, il voit des tartares qui sont en train de dépecer le cheval et de le mettre sur leur selle, et il dit qu'il est incapable de manger de la viande pendant une semaine. Mais c'est pas lui qui a ramené la recette alors Il l'a décrit, mais il s'est bien gardé de le faire après. Steak tartare qui est d'ailleurs un très bon moyen de savoir si les restaurants sont chers ou pas. Le prix du steak tartare est révélateur de la suite. Et du prix aussi de la qualité de la cuisine. Oui, parce que quand on en a mangé un mauvais, on s'en rappelle. On y retourne rarement. Alors, vous avez parlé de la Perse, parce qu'à cette époque, donc, il y a l'Empire ottoman et la Perse est indépendante encore. La Perse est un grand empire en fait, est redevenu un grand empire depuis une vingtaine d'années. Les deux empires sont en conflit et la Perse est une plaque tournante en fait du commerce oriental. Le commerce oriental est très important notamment pour les épices qui permet d'accumuler des fortunes phénoménales. Et donc la Perse est une route d'entrée terrestre vers les Indes. Et donc c'est l'idée d'aller remettre la main sur le commerce persan qui a été trusté par les Anglais et les Hollandais. Honnêtement, on ne sait pas exactement ce qu'a fait Tavernier à ce moment-là. On sait, il raconte qu'il a écrit des rapports. J'ai regardé aux archives, je ne les ai pas trouvés. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais voilà, c'est la première période récente. Ce que je veux dire, on va suivre son parcours. Mais juste, il n'a jamais écrit de livre racontant son histoire. Si. Pourquoi il n'a pas eu le succès? Je parle de Marco Polo parce que ça vient tout de suite à l'esprit. Mais le livre des merveilles a eu un succès mondial. Il aurait pu écrire un livre des merveilles. Alors, il a écrit un livre, mais qui n'est pas vraiment merveilleux. Il n'aimait pas lire et il ne savait pas écrire. C'est embêtant. Non seulement il ne savait pas écrire, mais c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est quand même mal écrit. Cela dit, il y a plein de gens qui ne savent pas écrire, qui font écrire des livres par les autres et qui sont excellents. Tout à fait. Et vous n'avez pas dit qu'ils sont ici? Non.
Non, et Tavernier a écrit en fait ses mémoires, effectivement plusieurs livres. Louis XIV lui a demandé d'écrire ses mémoires pour donner le goût du commerce aux Français, puisque les Anglais, les Hollandais, les Portugais commerçaient beaucoup, les Français pas du tout. Et donc Louis XIV a incité Tavernier à écrire ses mémoires. C'est une sorte de guide Michelin de l'époque, de guide du routard. C'est honnêtement assez mal écrit en fait, avec beaucoup d'erreurs, donc tout est faux. Et quand on est biographe, on se demande s'il a voulu nous nuire. Oui, c'est un menteur, Tavernier. Ouais, je ne sais pas si c'est par mensonge ou si c'est son nègre qui a voulu se venger, puisqu'ils ont été beaucoup en conflit. Mais tout est faux partout. Enfin, il n'y a aucune date qui coïncide, il se trompe d'année à chaque fois. Mais il a quand même été là où vous dites qu'il a été. Alors ça, parce qu'il y a plein de... Je connais quelques écrivains, je ne citerai pas, qui vous dépeignent l'Afghanistan qui ne sont jamais allés. Alors, on arrive à retrouver, à retracer son parcours parce qu'il a été suivi de près par des espions, donc notamment des Hollandais, il s'infiltrait dans les compagnies commerciales hollandaises et il faisait beaucoup de trafic sur leur dos. Et donc les espions hollandais et anglais aussi retracent son parcours. Donc on arrive à savoir qu'à peu près vers cette année, il est dans cette ville. Donc on sait que c'est véritable, ça fait pas partie de ses véritable. Alors on va suivre un peu son itinéraire. Bon, il est en Perse, ensuite il arrive en Inde. Alors là, c'est l'empire du grand Moghol, hein, qu'on confond parfois avec les Mongols faussement. C'est l'empire du grand Moghol. Là aussi, il y est. Et ensuite, il va descendre jusqu'à Ceylan. Alors oui, il va faire 6 voyages. Il passe quasiment toute sa vie à voyager. Il revient de temps en temps en France. Ça lui permet il a besoin d'accumuler de l'argent pour aller l'investir dans ses voyages, notamment racheter des diamants. Et donc effectivement, à chaque voyage, il va un peu plus loin. Il a fait 6 voyages en tout. Il a parcouru à peu près les 2/3 de la distance de la Terre à la Lune, pour vous donner une idée. Et tout ça à chaque fois, souvent à pied, sur des bateaux qui finissent par couler. Enfin, il fait plein de naufrages, il y a des batailles navales, etc. Et donc effectivement, il parcourt les Indes, et c'est là qu'il découvre les diamants notamment. Et puis il ira jusqu'à Ceylan, où il retrouvera son frère qu'il avait envoyé là-bas en éclaireur. Les Indes, à l'époque, il y avait une présence française ou pas encore? Non, c'était au tout début, justement. Tavernier est le premier. Il veut participer à la création de la Compagnie française des Indes, qui a été en fait en concurrence avec lui. Lui faisait ses petits trafics, il était très content qu'il n'y ait pas de Français. Il a tout fait pour les discréditer, donc la moitié de son livre raconte des horreurs sur les envoyés de la Compagnie des Indes qui sont radins, qui sont tous alcooliques, dépressifs, qu'on va ramasser dans les caniveaux au petit matin parce qu'ils sont complètement sous. Voilà, il envoie ça à Louis XIV évidemment pour se faire bien voir. Alors vous avez parlé un mot important et parvenu, parce que quand même qu'on connaît Tavernier, c'est par les diamants. On le connaît par les diamants parce que dans ses voyages, Tavernier trafiquait beaucoup de diamants pour plusieurs raisons. Il a trafiqué d'absolument tout, des métaux, de l'opium même, mais absolument toutes les marchandises qu'on peut imaginer. Et le gros avantage des diamants, c'est qu'on transportait une énorme somme d'argent de manière très discrète. Puisque sinon, il voyageait souvent avec une escorte d'une vingtaine d'hommes armés, étant donné les quantités de biens précieux qu'il convoyait. Mais les diamants, en fait, ça se mettait dans la doublure d'un manteau, ça passait complètement inaperçu. Et donc, effectivement, ça lui permettait de trafiquer pour le compte des employés des sociétés commerciales, des compagnies des Indes anglaises, hollandaises, des plus hautes autorités, en fait, qui détournaient énormément de fonds, qui avaient besoin de les placer. Lui achetait des diamants, les rapportait très discrètement en Europe, et voilà, faisait son commerce comme ça. Et il a rapporté notamment son 6e voyage, dernier voyage. Il vient de se marier, il a 58 ans à ce moment-là, c'est son premier mariage. 58 ans, avec la fille, alors ce que je trouve amusant, d'un joaillier qui s'appelle Jean Boisse. Alors ça prédestine le voyage. Voilà, le voyage se passe assez mal. Il force sa femme à venir. Et elle avait quel âge, hein? Elle était âgée, alors elle était âgée aussi. Elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle était déjà âgée, assez laide d'ailleurs, il paraît. Alors qu'elle reposait une jeune Moghole de grande qualité. Alors, est-ce qu'il y a eu des aventures féminines? Et s'il a menti sur toutes ces aventures, évidemment, on peut